Bonjour à tous et bienvenue à Bruxelles pour ce 28e épisode de L'Aubry qui court. Alors c'est une semaine un peu particulière ici à Bruxelles parce qu'on est un peu coupé du monde à cause du coronavirus. On n'a plus le droit d'inviter qui que ce soit extérieur au Parlement européen. Vous allez me dire ça change pas grand chose d'habitude tellement parfois on est ici coupé du monde. Mais peut-être que ça fait au moins pour cette semaine un peu moins de lobbyistes qui sont présents. Et cette semaine, pour cet épisode, on voulait en faire un épisode un peu particulier à l'occasion du 8 mars et de la journée pour le droit des femmes. On va commencer en se parlant du César de la honte attribué à Polanski et de la très forte et très belle réponse de Virginie Despentes qui montre à quel point les systèmes de domination s'appliquent en matière de violences faites aux femmes, mais aussi en politique avec le 49.3 dont on va parler. On va ensuite parler de sexisme au niveau local à l'occasion de ces élections municipales, puis cap sur l'Europe et les avancées en matière de droits faits aux femmes et accordés aux femmes dont la France ferait bien parfois de s'inspirer. Et enfin pour notre coin des lobbies, on a un coin des lobbies bien réac quand il s'agit du droit à l'avortement. Allez, c'est parti, générique. Cette semaine, on se lève et on se casse. Je crois que c'est le meilleur résumé de la période politique et ces mots, vous les avez peut-être vus, ce sont ceux de Virginie Despentes qui, en une page et dans une seule tribune publiée dans Libération, arrive à résumer l'ensemble des rapports de domination et de violence des puissants contre lesquels on se bat. D'abord contre les violences faites aux femmes avec l'affaire Polanski, mais elle fait aussi le lien avec le 49.3. Et comme je la paraphraserai très mal, et si vous n'avez pas eu l'occasion de lire cette tribune, je veux vraiment vous en lire quelques extraits qui, je trouve, sont très forts et très puissants. Que ce soit à l'Assemblée nationale ou dans la culture, vous, les puissants, vous exigez le respect entier et constant. Ça vaut pour le viol, les exactions de votre police, les Césars, votre réforme des retraites. En prime, il vous faut le silence des victimes. La différence ne se situe pas entre les hommes et les femmes, mais entre dominés et dominants, entre ceux qui entendent confisquer la narration et imposer leurs décisions, et ceux qui vont se lever et se casser en gueulant. C'est la seule réponse possible à vos politiques. Nous n'avons aucun respect pour votre mascarade de respectabilité. Votre monde est dégueulasse. Votre amour du plus fort est morbide. Votre puissance est une puissance sinistre. Vous êtes une bande d'imbéciles funestes. Le monde que vous avez créé pour régner dessus comme des minables est irrespirable. On se lève et on se casse. C'est terminé. On se lève, on se casse, on gueule, on vous emmerde. On voit que ces mots, ils sont super violents et qui symbolisent en fait la violence de la situation que Virginie Despentes a, je crois, brillamment résumé dans sa tribune, en faisant référence à ces Césars de la honte qui a été attribué le week-end dernier à Polanski. Alors pour rappel, Polanski, on parle d'un homme qui est coupable de viol, qui a été reconnu par la justice comme coupable de viol, et qui bénéficie d'une forme d'impunité qui n'est réservée qu'aux puissants. Et le pire dans tout ça, c'est que Polanski ne manifeste aucun regret et il inverse même le rôle entre agresseur et victime et fait presque de la provocation avec son film J'accuse, qui peut dresser un parallèle détestable entre sa propre situation et celle de Dreyfus. Et ce César de la honte, c'est doublement un César de la honte parce que ce n'est pas au film qu'il a été attribué, mais c'est bien au réalisateur Polanski. Et c'est une forme d'honneur, d'adoubement par ses pairs. Et finalement, derrière, c'est un crachat, un doigt d'honneur aux victimes directes de Polanski, mais aussi à toutes les victimes de violences faites aux femmes, à qui on dit votre situation ne compte pas et qu'on peut adouber de telle sorte un violeur. Et c'est pour ça que Adèle Haenel et d'autres femmes, majoritairement des femmes et actrices, se sont levées pendant la cérémonie des Césars pour dire que cette société-là où on honore les violeurs et on ignore les victimes, on n'en veut pas, et que elles s'est levée, elles se sont levées et elles se sont cassées. Et elles ont eu raison de le faire, que dans le cinéma mais aussi en politique, il faudra se lever. Et je veux le dire aussi d'autant plus fermement que certains, y compris à gauche, se sont cachés derrière ou se sont drapés derrière la liberté d'expression
pour soutenir d'une manière ou d'une autre Polanski. Et je veux leur dire très clairement mon rejet de cette attitude et qu'on est nombreuses et nombreux à être derrière Adèle Haenel et toutes celles qui se sont levées et cassées à ces cérémonies des Césars de la honte. La tribune de Virginie Despentes, elle est doublement intéressante parce qu'elle va plus loin et met en lumière que la violence des rapports de domination entre femmes et hommes est un pilier des rapports de domination plus larges entre oppresseurs et opprimés, et que c'est exactement la même logique qui est appliquée avec l'utilisation du 49.3 par le gouvernement sur la réforme des retraites. Et finalement, quand on écoute la majorité et la République En Marche, ils tiennent peu ou prou les mêmes discours ou les mêmes raisonnements que les acteurs qui défendent Polanski. Ce seraient eux les victimes, eux qui seraient du côté de la démocratie. Pourtant, ils font le choix de passer en force. Et le pire dans tout ça, c'est que non seulement ils assument, mais ou alors ce sont des bons acteurs, mais ils font semblant, en tout cas, d'y croire que, à cause de quelques insoumis et communistes, ce serait trop insupportable, que des gueux, finalement, refusent leur super plan et que débattre dans l'hémicycle, c'est beaucoup trop difficile d'aller dans le fond des questions qui ont été soulevées et qui sont posées par les insoumis. Résultat, c'est qu'ils en viennent à utiliser ce qu'on a appelé, nous, leur LBD parlementaire, mais à museler leur propre majorité, dont ils privent aussi d'un débat. C'est même Édouard Philippe qui parlait finalement le mieux du 49.3 en disant que le 49.3, c'est fait pour museler sa propre majorité, et ils le font seuls, contre leur majorité, contre les syndicats, contre la majorité de la population, contre même le Conseil d'État. Et cette séquence montre aussi à quel point ils sont isolés aujourd'hui en France sur une réforme aussi essentielle que celle de la protection sociale. Et moi, je voudrais juste finir là-dessus. Leur principal argument qu'ils utilisent, c'est que dans l'hémicycle, ne se tenait pas un débat parlementaire. C'était même, Édouard Philippe l'a dit dans sa justification à l'Assemblée nationale, il y avait un non-débat. Et je voudrais lui répondre deux choses. La première, c'est que peut-être il était trop occupé à faire campagne au Havre et n'a pas écouté entre ces deux allers-retours au Havre les débats dans l'Assemblée nationale, mais c'est grâce à ces débats et à la pugnacité des députés insoumis notamment, qu'on a pu notamment révéler que le niveau des retraites et l'indice ne seraient pas indexés sur le niveau de l'inflation, mais bien sur un revenu d'activité par tête qui n'existe de nulle part et dont on sait très bien qu'il y a de fortes chances qu'il soit bien en dessous de l'inflation. Et la deuxième chose que je voulais lui répondre, c'est que non seulement ces débats ont été utiles pour soulever des lièvres, comme l'indexation des retraites, mais que ce qu'ils font derrière est bien plus grave et nuit à la démocratie. Il y a le politologue Clément Viktorovitch qui l'a très bien analysé en faisant le parallèle avec le bouquin de George Orwell 1984, où dans ce livre, les mots sont peu à peu vidés de leur sens, à tel point que la devise du pays devient « la guerre c'est la paix, la liberté c'est l'esclavage, l'ignorance c'est la force ». Et le gouvernement, en se mettant du côté de la démocratie, en utilisant le 49.3, alors qu'on sait très bien que c'est tout l'inverse, la conséquence du 49.3, et que ça prive le Parlement de sa fonction première, de faire la démocratie, de faire débat et de faire la loi, alors ils vident les mots de leur sens, et alors derrière cela, c'est une atteinte dramatique à la démocratie, au-delà de l'utilisation du 49.3 même, mais en vidant des mots de leur sens, c'est une dérive très franche qui est prise là par le gouvernement. Alors en quelques semaines, ils ont réussi à mettre à terre notre système de protection sociale, et en adoptant déjà en première lecture la réforme des retraites. Bien sûr, nous allons nous battre au Sénat et en deuxième lecture. Et ils ont aussi réussi à mettre à terre finalement une partie de notre pacte démocratique. Mais comme Emmanuel Macron l'avait dit lui-même, nous sommes un peuple de bâtisseurs. Alors oui, nous serons prêts le moment venu à reconstruire à la fois notre système de protection sociale et notre pacte démocratique. Le sexisme se retrouve partout et forcément les milieux de pouvoir ne font pas exception, et encore moins la politique. J'ai déjà eu plein de fois l'occasion de vous raconter quelques petites anecdotes croustillantes du sexisme ordinaire au Parlement européen. Mais je voulais profiter de cette semaine sur le droit des femmes et juste avant les élections municipales pour vous parler aussi de l'échelon local, qui est un échelon où les femmes sont encore aussi beaucoup trop peu représentées.
voire marginalisées ou ridiculisées dans la politique locale. Et malgré des lois sur la parité, les chiffres sont assez catastrophiques en matière de représentation des femmes. On a seulement 17% de femmes maires aujourd'hui en France, avec 29% de premières adjointes. Et si on regarde du côté des présidents d'intercommunalité, c'est encore pire, on a seulement 8% qui sont des femmes. Et s'il y a un parti qui est bien caricatural là-dessus, c'est La République En Marche. Il y a eu plusieurs articles sur le portrait type de leur tête de liste pour les élections municipales. Et vous ne serez pas surpris d'apprendre que leur portrait type, c'est un homme déjà élu, ce qui fait un peu relativiser le renouveau en politique. Et ça résume malheureusement assez bien ces élections. Et pour anecdote, hein, l'homme déjà élu dans le portrait type de La République En Marche, c'est un homme déjà élu de droite qui permet de reclarifier politiquement où est-ce qu'il se situe. Et au-delà de la question des chiffres, la pratique du pouvoir est aussi aujourd'hui extrêmement sexiste. Pour le peu de femmes qui sont présentes dans les politiques locales, il y a eu un bon article de Libé là-dessus qui revient sur toutes les difficultés pour une femme au quotidien d'exercer des fonctions politiques. Ça va des commentaires du type on disait que j'avais obtenu ma place car j'avais couché, ou d'autres qui disent un homme peut se mettre en roue libre mais moi je n'ai pas le droit à l'erreur. C'est assez représentatif de la vision que peuvent avoir certains de femmes engagées en politique. Et franchement, pour regarder les choses en face, même si c'est un peu mieux à gauche, on est encore extrêmement loin du compte. À voir le nombre de femmes qui sont tête de liste, y compris dans notre camp à la France insoumise. Et pour moi, c'est une question qui dépasse largement les questions partisanes. C'est pour ça qu'on s'est battu pour inciter un maximum de femmes à s'engager pour ces élections municipales et qu'on le fera pour les prochaines échéances électorales. On est heureux aussi qu'il y ait une charte d'engagement pour un MeToo des territoires que j'ai signée pour mettre fin au sexisme ordinaire et aussi à l'omerta sur les violences et faire de politiques locales des politiques qui sont genrées et qui prennent en compte l'impact spécifique sur les femmes. Et c'est pour ça aussi que ces dernières semaines, j'ai décidé d'aller soutenir particulièrement des femmes têtes de liste. On en a des super pour ces élections municipales. Je pense à Margot Medcourt à Nantes, je pense à Marianne Maximi à Clermont où je suis allée la semaine dernière, ou à Enora Lepape que je vais voir cette semaine à Rennes. Ces jeunes femmes têtes de liste qui se battent parfois, c'est le cas de Marianne, contre d'autres têtes de liste uniquement masculines. Et je veux dire d'ailleurs à tous ceux qui nous regardent que sommeille peut-être en vous une future maire, une future députée française ou européenne. C'était mon cas il y a 2 ans. Je ne savais pas qu'un jour je me présenterais. Et donc à toutes ces femmes-là, continuez à vous battre et surtout dites-vous que vous avez toute votre place dans le monde politique. Parfois, il faut jouer des coudes, mais la solidarité et la sororité en la matière est un élément important et nous, on continuera à se battre contre le sexisme ordinaire dans la vie politique. C'est aussi l'occasion de faire un point sur l'avancée des droits des femmes partout en Europe et de comparer les États les uns par rapport aux autres. Et en la matière, c'est assez intéressant parce qu'on voit à quel point la France est à la traîne. À la traîne, par exemple, de l'Écosse, qui vient d'adopter la gratuité des protections hygiéniques, alors que la précarité menstruelle est un vrai problème, d'ailleurs dont on parle assez peu, y compris en France, où plus d'un tiers des femmes ne changent pas suffisamment de protection ou ont recours à des protections de fortune, comme des chaussettes, du papier journal, avec tout l'impact que ça peut avoir sur la vie de ces femmes. Et la seule réponse du gouvernement ces dernières années, ça avait été à l'époque en 2015, d'avoir un espèce de débat affligeant sur la question qui s'était traduit juste par une réduction du taux de TVA sur la question et même pas de gratuité. Alors, petit message au gouvernement, si vous voulez une vraie politique économique et sociale en faveur des femmes, pas besoin de truquer une étude d'impact pour nous montrer que votre réforme des retraites serait bénéfique aux femmes. Il vous suffit juste de faire une loi sur la gratuité des protections hygiéniques et je vous promets pour ça, vous n'aurez pas besoin de 49.3. Et quand on est sérieux dans la lutte pour le droit des femmes, c'est simple, il faut y consacrer des moyens. C'est ce qu'a fait l'Espagne notamment en votant en 2017 un pacte national sur la violence conjugale qui consacre
plus d'1 milliard d'euros sur 5 ans. Alors c'est pas le faux milliard que nous avait promis le gouvernement français, dont en réalité 75% sont de l'aide au développement, c'est un véritable milliard qui a d'ailleurs permis de baisser de manière significative le nombre de féminicides de 71 à 47 entre 2006 et 2018. On est loin, très loin des 149 féminicides qu'a compté la France l'an dernier. Et puis quand on regarde aussi dans les autres pays, en Suède, le congé parental est là de 480 jours à répartir entre le père et la mère. 480 jours, ça fait quasiment rêver par rapport à la France, avec en plus une incitation à répartir équitablement entre les deux conjoints. Et pour rappel, la France, c'était le pays qui s'était opposé à l'augmentation de la durée du congé parental en Europe et d'une directive européenne. Et enfin, quand on regarde les autres États européens, on aurait aussi de quoi s'inspirer un peu plus en matière de représentation des femmes dans l'espace politique. Je pense là, par exemple, à la Finlande, qui est gouvernée par une coalition de 5 partis, tous dirigés par des femmes. Et quand je regarde qui dirige nos mouvements politiques à l'heure actuelle en France, à gauche comme à droite, je me dis qu'il faudra faire un peu plus de place aux femmes. Ça tombe bien, c'est le défi qu'on s'est donné pour les prochains mois et les prochaines années pour mieux représenter la parole des femmes et surtout gagner des droits pour les femmes en France et partout en Europe. Des femmes qui cherchent à disposer de leur corps. Je crois que ça nous a bien énervé les religieux là. Dans notre coin des lobbies, on épingle aussi ceux qui s'organisent partout en Europe contre les droits des femmes et pour faire reculer les droits des femmes. Une eurodéputée verte, Petra De Sutter, qui est par ailleurs la première eurodéputée belge transsexuelle, a révélé cette semaine l'action que mène un groupe qui s'appelle Agenda Europe, qui fédère des associations catholiques qui bénéficient de soutien financier des églises évangéliques américaines, mais aussi d'oligarques russes orthodoxes, et qui essaie par différentes actions au niveau européen de menacer spécifiquement le droit à l'avortement. Et ce réseau, il compte des personnalités politiques relativement influentes, malheureusement, comme Matteo Salvini, et il est très actif, y compris ici au Parlement européen, dans toutes les offensives qui se déroulent partout en Europe contre le droit à l'avortement. Il tente aussi d'influencer l'ensemble des règles qui touchent plus généralement aux droits des femmes et aux droits des homosexuels. Et s'agissant du droit à l'avortement, il y a des raisons d'être inquiet au niveau européen. C'est des droits qui sont fragiles. On le voit en Pologne, où l'extrême droite au pouvoir mène une bataille rangée contre l'avortement, mais on a aussi des alertes en Italie, où le droit de l'avortement est légal, mais 70% des médecins sont des objecteurs de conscience et donc décident de ne pas pratiquer l'avortement. Et on sait que partout en Europe, des forces conservatrices se mobilisent contre les droits à disposer de notre corps, notamment orchestrés par cette organisation Agenda Europe. Il y a aussi des enjeux sur les droits des personnes LGBT, avec le développement de zones qui s'autoproclament sans LGBT en Pologne. Là encore, de quoi être inquiet. Et derrière, ce qu'ils défendent, c'est un modèle de société extrêmement réactionnaire et extrêmement inégalitaire. Et puisque eux, ils sont capables de s'organiser avec des lobbies, nous sommes le lobby citoyen et nous allons continuer à nous battre ici en Europe pour que les droits des femmes priment sur tous les conservateurs, quelle que soit la manière dont ils s'organisent. C'est la fin de cette AQC spéciale droits des femmes, mais le combat pour l'égalité femmes-hommes évidemment ne s'arrête pas à cet épisode et nous allons continuer à le mener tout le reste de l'année, parce que tant qu'il y aura des réacs qui défendent Polanski ou des députés ou des journalistes qui nous traitent de petites connes, bah, ça marchera chez nous et chez beaucoup de gens comme autant de sources de motivation pour continuer à défendre l'égalité entre les femmes
et les hommes. La semaine prochaine, nous, on va mettre le cap sur Strasbourg pour une session plénière. C'est aussi la dernière semaine de campagne avant le vote pour les élections municipales. Ça se passe le week-end prochain, le premier tour, le dimanche 15 mars. Alors n'oubliez pas d'aller voter, surtout dans cette période où la démocratie nous semble un peu confisquée. C'est l'occasion d'envoyer un beau message politique à l'occasion de ces élections municipales. Et en attendant, je vous laisse sur une belle chanson qui a fait l'histoire et qui, je crois, reprend l'ensemble des combats dont je vous ai parlé dans cette AQC. Nous qui sommes sans passé, les femmes, nous qui n'avons pas d'histoire depuis